cette table ronde est dédiée au RSE et à l'architecture d'intérieur. Nous allons nous demander comment les architectes d'intérieur contribuent à l'amélioration des impacts environnementaux, que ce soit au niveau des matériaux, de la durabilité, transport, réparabilité, fin de vie, impact, et puis les impacts sociaux au niveau des salariés, des clients, sous-traitants, chantiers, insertion, éthique, respect des normes sociales. Pour en parler, nous sommes avec Anne Balaresque. Vous êtes en charge du design pour Grappe Hospitality, propriétaire et gestionnaire d'hôtels en France. Didier Versavel, vous êtes architecte d'intérieur, designer et graphiste. Vous êtes passé aussi par l'école Boulle. Et avec votre studio, vous créez de nombreux projets hôteliers et mobiliers, entre autres. Fanelly, je vous présenterai peut-être après en tant que témoin. Mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Voilà. Alors, Anne, d'abord, expliquez-nous un peu vos différents projets. Je sais que vous avez des jolies photos. Ah oui, pardon, j'y vais. Bon, là, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec un hôtel Grit, qui est vraiment une marque très engagée en termes de RSE. On travaille essentiellement en économie circulaire avec des acteurs aussi qu'évoquaient tout à l'heure des personnes qui sont en insertion. Donc j'ai beaucoup de plaisir à réaliser ce projet. C'est une très belle aventure humaine et le but est de transformer l'existant, donc à partir du gisement, je dirais, existant au sein de l'hôtel. Et puis, en fonction de l'histoire que je raconte sur ce projet, qui est là, pour l'occurrence, celui-ci, c'est le cyclotourisme et la nature, de travailler avec une nouvelle association que j'ai découverte à Évreux, parce que c'était situé à Évreux, avec lequel je travaille aussi, et avec directement leurs ateliers, pour le mobilier, les objets de déco. Par exemple, c'est un petit exemple, la patère, là, vous la voyez en haut à gauche, c'est la patère existante qu'on a transformée à partir d'une selle de vélo et d'un guidon de vélo pour en faire une nouvelle patère, donc une deuxième vie à partir de matériaux de réemploi. Et également des cintres qui sont fabriqués à partir de pneus, alors neufs, parce que là je ne pouvais pas prendre des vieux pneus quand même, parce qu'on peut vraiment mettre sa veste ou son manteau, c'est pas juste pour la déco. Et luminaires à partir de cadres de vélo, console à partir de vélos entiers. Et puis j'ai énormément travaillé avec Emmaüs Défi, vous voyez en bas de la slide. Donc vous voyez le pouf avant qui est quand même pas très sexy, thermomoulé, vert, et puis le petit tabouret de resto tout simple. Donc je suis allée les voir. J'ai fait une très belle rencontre avec la responsable de l'atelier. Et je lui ai dit voilà, j'ai quelques idées. Elle m'a dit bon, si j'en ai. On a partagé nos idées. Et avec les tissus, donc son propre gisement, on a pu travailler et faire les deux protos que vous voyez en bas, donc avant-après. Et c'est très chouette. Et j'en ai profité pour lancer un appel aux éditeurs de tissus que je connais pour leur dire, plutôt que de jeter vos fins de collection, vos pentes, vos liasses, envoyez-les à Emmaüs où ils viendront les chercher. Et c'est une belle histoire. Et tout le monde est content. Il y en a qui débarrassent un peu leur cave et d'autres qui vont pouvoir avoir des beaux tissus, de belles matières à partager, à donner à d'autres. Donc ça, c'est donc Grit, donc tête de lit à partir de matériaux de deuxième vie. Donc c'est pas si simple. En fait, c'est beaucoup plus long qu'un projet, je dirais, classique. Parce que rencontrer tous les acteurs, c'est vraiment génial, mais ça prend du temps. Parce qu'il faut bien... Il faut les identifier déjà, j'imagine. Voilà, alors ça, ils ont été... merci Philippe, grâce à lui, grâce à toi, j'ai pu rencontrer toutes ces personnes extraordinaires. Et puis tu m'as vraiment donné le bon fil rouge à suivre et les bons acteurs pour m'accompagner sur ce beau projet. Donc... Par un petit exemple, après je passerai à la seconde slide. La numérotation, par exemple, des chambres, ça paraît un petit détail, mais j'ai appelé notre fournisseur
habituel. Et je lui ai dit, maintenant, tu jettes plus tes chutes, tu les gardes toutes. Et on va fabriquer toute la numérotation des chambres pour le futur GRIT à Évreux. Alors, volontairement, j'ai dit on joue le trip jusqu'au bout. Donc, tout est aléatoire. Je ne demande pas de typo, de couleur, de police. Ça sortira comme ça sortira. Et du coup, elles sont toutes différentes. Et voilà, ça, je vais assez loin dans l'histoire. Ça m'a beaucoup plu. Idem pour les rideaux. J'ai appelé notre fournisseur, notre confectionneur. Je lui ai dit qu'est-ce qui te reste en rouleau dans tes réserves, des invendus, des commandes trop importantes. Mais quand même lié au monde de l'hôtellerie. Pardon, excusez-moi. Ouais. Oui, alors évidemment, c'est tellement pour moi intégré. Pardon, évidemment, je suis obligée de respecter toutes ces normes ERP, ma foi, très contraignantes, mais c'est comme ça. Donc, c'est un petit challenge et on le fait. Et donc, pareil pour les rideaux occultants, 100%, et forcément non-feu et tout ce qu'il faut. Il m'a envoyé 2 échantillons, enfin plusieurs, j'en ai choisi 2. Et donc, mes rideaux ne seront pas pareils dans toutes les chambres, mais c'est volontaire, puisque je travaille au maximum avec des produits de deuxième vie. Qui ne sont pas forcément cassés, qui ne sont pas forcément abîmés, mais qui dormaient dans une réserve et à qui je donne une deuxième vie. C'est vraiment l'histoire. Même avec la collecterie aussi, voilà, le fauteuil blanc en sky, qui n'est pas très folichon, il y en a 5. Ils vont venir les chercher, je vais choisir les tissus avec eux et on va leur donner une deuxième vie pour qu'ils restent dans l'hôtel. Et la suite, alors il est visible, il est déjà ouvert. Alors aujourd'hui, l'hôtel est ouvert puisqu'on va faire les travaux avec l'hôtel ouvert, mais uniquement les chambres témoins sont faites. Elles ont été réceptionnées la semaine dernière, donc c'est tout neuf. Elles sont vraiment conformes aux perspectives que j'avais réalisées, donc c'est très chouette. Que le client a voulu. Le client, en fait, c'est nous, parce que l'hôtel appartient à Greb Hospitality. Et donc, c'est moi qui suis en charge de faire la conception. Mais cela n'empêche que je présente le projet en comité d'arbitrage au sein de notre société. Je pas mal la main, mais je ne décide pas tout quand même. Je ne peux pas. Donc voilà. Et puis, évidemment, un enjeu important, c'est respecter le budget alloué sur ce projet-là. Le projet suivant que vous aviez ? Alors, ça, c'est l'exemple c'est un Novotel à Dijon, où c'est vraiment une belle histoire aussi. C'est uniquement les équipes de l'hôtel. Une partie de l'hôtel, en fait, avait été refaite au niveau des chambres. Tout n'avait pas été refait parce qu'on ne peut pas tout faire parfois en même temps. Et du coup, voilà, ça, c'est vraiment le travail des équipes. C'est à Mulhouse, pardon, je vous ai dit Dijon. Et donc là, c'est que du recyclage du mobilier. C'est de la Chine qui a été transformée. Et on découvre des espaces très chaleureux, un peu comme à la maison, ou pour travailler, ou pour prendre un verre. Le but, c'est vraiment d'ouvrir les espaces, de décloisonner, de ne pas se retrouver dans des lieux fermés et évidemment accueillants, où le client se sent bien et où le personnel, en fait, est aussi heureux d'y travailler parce que ça change, parce que c'est nouveau, parce qu'il y a une belle énergie. Et parce que vous les avez consultés. Et parce que, oui, voilà, exactement. Ouais, on essaye de vraiment d'avoir une belle synergie de travail ensemble et d'être assez disponible pour les accompagner à chaque fois. Le suivant ? Alors là, il y a différents exemples. Donc, tous ne sont pas de moi, donc c'est important que je mentionne. On a un très bel hôtel près d'Isle-Adam. En fait, c'est un château. Et les communs ont été transformés en gîtes, donc vraiment façon campagne. En fait, ça fait partie de nos 4 hôtels qu'on a, je mets des petites guillemets, labellisés demeures de campagne, où le but, c'est d'offrir aux Parisiens, à moins d'1 heure et demie de Paris, des lieux dans des écrins de verdure à partager en famille ou entre amis. Donc soit dans l'hôtel classique, je dirais, soit dans des gîtes. Donc vous louez votre gîte. Donc là, vous avez l'exemple type, ça pourrait être chez vous, j'imagine. Enfin, une petite maison de campagne sympa avec
des décors très, je dirais, floraux, pardon, et onirique, si c'est l'univers de Stella Cadente. Voilà, c'est très onirique parce que Stella, en fait, est une vraie conteuse et elle travaille beaucoup en faisant de la Chine. Et d'ailleurs, vous le voyez là, la tête de lit, je crois que c'est un ancien miroir ou une ancienne porte, je me souviens plus exactement. Et ça fait porte, un peu miroir, je sais pas. Oui, miroir. Il y en a d'autres, c'est un miroir. Donc, et puis le buffet, voilà, c'est aussi de la Chine. Donc ça, c'est vraiment sa marque, sa patte. Et on a quand même 8 gîtes. Et en tout, une 27 chambres, avec en dessous des espaces séminaires que vous verrez par la suite, où j'ai travaillé, moi, dessus. On est vraiment décalé par rapport à l'offre habituelle qu'on peut trouver peut-être en hôtellerie. Voilà, là, le but, c'est d'être comme à la maison, dans sa maison de campagne, pas trop loin de Paris. On en a 3 autres. Au Coudray-Monceau, on a maintenant un spa qui est plein de charme, et un Fontainebleau, et un au sud d'Orléans. On voit ensuite décor mural à partir de livres chinés parce que l'autre, à Berlin. Donc alors vous avez des projets internationaux. Ça, c'est à Berlin. Donc là, ça a vraiment été un mur de livres, en fait, que je trouve assez... voilà, on s'envole. Si on veut, on peut regarder ce qu'il y a d'écrit. C'est vraiment un décor mural, en effet, à partir de livres chinés. Une grande partie de cet hôtel a été fait à partir de mobilier de deuxième vie. Par exemple, vous voyez également le chevet, c'est une guitare qui a été ouverte et juste transformée pour faire un chevet. Donc tout cet hôtel-là, d'ailleurs, est essentiellement conçu à partir de mobilier vraiment de deuxième vie ou transformé. Je ne pouvais pas tout mettre, mais il y a une table qui est le plateau de la table est fait à partir d'une plaque d'égout. Donc ça a son charme parce que c'est surprenant. Et le fait de surprendre le client, on va loin. Voilà. L'idée, c'est que le client s'y sente bien, soit surpris, s'en souvienne et évidemment ait envie de revenir. En fait. Oui. Ouais, c'est vraiment l'idée. Donc là, on voit de nouveau... Ça, alors justement, ça, c'est la partie, c'est le rez-de-chaussée. Il va falloir dérouler un peu. Oui, voilà, pardon. Donc voilà, bon là, c'est une salle de réunion qui est quand même atypique, avec un espace où il y a beaucoup de Chine, où il y a des coins plus chaleureux. Donc le coin piano, le coin cheminée, et puis un petit clin d'œil, voilà, la vaisselle, en fait, au niveau de notre demeure de campagne, on la chine essentiellement. Pour apporter aussi, si je puis dire, une âme à la table. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment une des... Pardon, du coup, alors on va peut-être un petit peu parler, Didier, de vos projets, oui. Et puis après on reviendra chacun sur vraiment les questions de RSE, d'engagement, enfin le vrai levier économique et une réalité. C'est pas juste un style et une décoration, c'est plus profond que ça. Complètement. En fait, ouais. Je passe. Voilà. En fait, je ne vais pas tellement parler de mes projets parce que, en l'occurrence, on parle d'ameublement aujourd'hui et je vous présente de la bagnole. Parce qu'en fait, je voulais vous parler de ça parce qu'en ce moment, on est en train de travailler des concepts avec ADP, par exemple, ou Club Med sur des évolutions d'aménagement intérieur. Mais bon, c'est en cours, donc je ne peux pas vous les présenter. Mais en fait, c'est issu d'un exemple que je trouve très intéressant parce que, en fait, sur la recyclabilité, tout ce qu'on parle là en ce moment, c'est vrai que en tant qu'archi ou designer, c'est un peu compliqué parfois. On a parlé des ressourceries, pour trouver un petit peu toute la matière. C'est pas toujours évident. Si on a un hôtel avec 50 chambres, trouver 50 chaises recyclées, tout ça. Donc, c'est en cours. Ça prend forme aujourd'hui, mais c'est pas toujours évident de... comment dire ? L'overview n'est pas encore installé, la vision un peu globale et l'organisation est vraiment balbutiante en fait. Donc par exemple, je sais qu'Accor travaille avec Emmaüs pour essayer de lister les produits, des trucs comme ça. J'ai vu tout à l'heure Valdelia qui commence à faire un réseau plutôt intéressant. Mais pour ma part, j'essaye aussi d'avoir une vision un peu
enfin ça c'est avec notamment ADP, enfin les gros groupes, quand on travaille sur un concept, c'est sur le moyen de déployer en fait tout ça. Et je trouvais cet exemple de la voiture, la plateforme, c'est un truc qui existe depuis 10 ans maintenant, et c'est un truc vachement intéressant parce que c'est une plateforme automobile qui va servir à plusieurs modèles de marques différentes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait on va optimiser, mutualiser tout ce qui ne se voit pas ce qui n'est pas manipulé par l'usager. Donc en fait les fabricants en fait mutualisent pour la R&D, ils mutualisent, ils optimisent tout ce qui est matière première, pièces, et puis après c'est hyper ambitieux parce que derrière c'est la réparabilité aussi qui est mise en jeu en fait. Donc c'est vachement intéressant d'un point de vue économique, mais d'un point de vue aussi environnemental à terme. Et ça, c'est sans perdre tout l'aspect individualité du produit en fait. Et design différent. Et design différent, c'est-à-dire que tout ce qui va être manipulé par l'usager, ça répond à ses besoins, à ses valeurs, à ses codes. Et ça, en l'occurrence, c'est hyper intéressant parce que ça fait un mix en fait où on est sur du produit hyper individualisé, mais optimisé à la base. Pour juste faire un parallèle avec l'archi intérieur aujourd'hui, il y a des cuisinistes qui commencent à faire ça, c'est-à-dire des agenceurs qui vont proposer en fait d'utiliser des caissons du standard et qui vont après, tout ce qui est sur mesure, tout ce qui est manipulé par le client, le plateau, les poignées, les portes, tout ça, ça c'est à son image et c'est voilà, ça lui répond et c'est du sur-mesure. Donc ce qui permet d'avoir comme ça du sur-mesure à l'échelle de manière économique et optimisée. C'est plus vertueux. Oui, voilà. Et ça nous permet un petit peu de se dégager aussi de toujours aller chercher la matière recyclée, etc. Et de pouvoir aussi très tôt intégrer aussi tout ce qui est environnement de travail, parce qu'en fait aujourd'hui un hôtel c'est effectivement un espace de vie agréable et tout ça, mais c'est aussi un outil de travail où il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui investissent. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec notamment cette démarche précédente, c'est-à-dire qu'il faut qu'on est vraiment sur un travail de conception de fond. Et c'est pas simplement, c'est déjà énorme, hein, parce que ça demande énormément de temps d'aller chercher les bons matériaux qui vont bien, qui répondent au budget, etc. Mais c'est aussi en amont avoir une vision très holistique, notamment dans l'hôtellerie, où on a un hôtel qui répond à tous les acteurs, parce qu'en fait, je vois pas, on a longtemps parlé, enfin on parle encore beaucoup en fait de l'expérience client qui est essentielle. Je pense que demain, il faudra que cette expérience soit aussi des expériences de tous les acteurs, c'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer qu'un client c'est ma vision des choses, hein, pour qu'un projet soit viable et durable. J'imagine pas que pour qu'un client soit satisfait, il y ait des agents d'entretien qui se cassent le dos, quoi. Il faut que tout le monde y trouve son bénéfice. Et trouver des solutions qui puissent répondre à toutes les contraintes, que ce soit pour l'investisseur, que ce soit pour les gens qui vont fabriquer, pour les gens qui vont l'entretenir, les gens qui vont recycler, les gens qui vont rénover, et puis la planète autour. Il y a en fait, on s'adresse à un écosystème véritablement à qui il faut s'adresser et trouver des solutions qui soient simples. Et plus elles sont simples, plus elles ont d'impact. Ça, c'est par exemple un produit que j'adore. C'est des urinoirs secs. Et en fait, c'est tout con, mais c'est un truc qui justement répond à tous les acteurs d'un projet. C'est-à-dire que ce sont donc des urinoirs en matière recyclée, rotomoulée. Donc c'est hyper costaud, on met ça dans les festivals. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, d'un point de vue de l'usager, il ne se passe rien pour lui, il n'y a pas d'odeur, c'est très confortable. En revanche, pour l'entretien, c'est hyper facilité parce qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas de produits chimiques avec ça. Et puis pour l'hôtelier, c'est hyper intéressant parce que ça ne coûte pas très cher à fabriquer. À entretenir, effectivement, on y a gagné du temps et de l'argent. Et puis après, c'est sur l'installation. Il y a de l'économie en eau, l'économie en installation. C'est quand même gagnant pour tout le monde. Et il y a même un plus là-dedans, c'est que maintenant, il y a des startups qui cherchent à se mettre en partenariat avec des gens qui installent ça, parce que les urines, on cherche à les recycler parce que c'est un engrais formidable pour l'agriculture. Et donc, ce qui n'est pas possible avec les urinoirs traditionnels, en fait, qui diluent les urines, donc on ne peut pas les réexploiter. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est le genre de solution
qui est vraiment très généraliste et qui balaye l'ensemble des acteurs. Et qui est circulaire du coup, puisque ça va... Voilà, donc et en plus de ça, ça nous permet en plus de communiquer dessus. Bon, parce que là, pour le coup, ces urinoirs, ils sont rotomoulés, donc il n'y a pas d'alimentation en eau. Donc en fait, ils se sont amusés à mettre une LED dedans pour remplacer la mouche, vous savez, pour mesdames, vous savez pas, mais dans les urinoirs publics, en fait, on met une mouche, c'est le principe du nudge de base, pour éviter d'en mettre partout autour. Et donc là, en fait, ils ont mis une LED, et donc ça complète l'expérience, enfin, le visuel, et après, on peut communiquer autour, et à mon avis, on doit communiquer autour parce que c'est une vraie plus-value. En fait. Mais les clients, ils ressentent comment tout ça, enfin, cette expérience-là, votre expérience dans les hôtels, enfin, le fait que ça soit de la seconde main, le fait que comme ça, il y ait ces initiatives-là, ils disent quoi? Il y a un retour, vous le savez, vous le connaissez? Je pense qu'il y a une vraie sensibilisation aujourd'hui à tout ce qui est réemploi. Je pense qu'ils sont touchés parce que alors je parle plus en termes de mobilier, ils sont touchés parce qu'ils se retrouvent dans une ambiance plus chaleureuse, ils se retrouvent peut-être dans un espace plus convivial, moins aseptisé que ça a pu l'être il y a quelques décennies. Et puis c'est un petit peu un mieux vivre, un mieux-être, de cette transformation auquel on est quand même extrêmement aujourd'hui touché par tout cela et toutes les communications qu'on a dans les médias et on y va. Et puis c'est la jeune génération aussi qui nous pousse et qui est vraiment vecteur de cette transformation et qui nous y emmène assez rapidement, donc oui, je pense. Parce que là, Joey, c'est c'est la génération Z qui parle. Oui, non, mais elle est vraiment très moteur. Elle remet en question les boomers. Mais ça permet aussi d'ouvrir les chakras et de vraiment de pousser à ce que une préoccupation devienne un critère de choix, parce que jusqu'à présent, en fait, je pense on a un peu dépassé le cadre de l'image et qu'on est vraiment... Oui, j'espère que c'est valable pour à peu près tout le monde, mais je pense que au niveau des engagements, c'est sincère, mais c'est sur la mise en forme où parfois ça se concrétise pas toujours. C'était la semaine dernière, il y a quelqu'un qui me disait que, en fait, au niveau sur les réservations d'hôtels, en fait, pour l'instant, les clients sont pas tellement soucieux de ça. En fait, c'est pas le critère de choix, en fait, et ils attendent que ce soit l'hôtelier qui amène la solution et pas forcément le consommateur qui va faire des efforts. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment communiquer là-dessus pour que les efforts soient partagés, que vraiment ça soit une réflexion un peu commune et que ça devienne demain, que ça intéresse d'autres gens que les jeunes de moins de 30 ans, quoi. Oui, justement, sur les plateformes, effectivement, comment on peut mettre ça en avant si c'est pas un critère qui intéresse Enfin, il intéresse, mais en tout cas, c'est pas un critère de sélection. Voilà, c'est pour ça que ça passe par du visuel, beaucoup de projets où justement on va se sentir... Sur Grit, c'est une marque qui a été conçue dans cette idée de retravailler des hôtels existants en marque économique, de leur donner une seconde vie et de réutiliser ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc dans le concept même de la marque et dans tout ce qu'on raconte autour, donc aussi bien la nourriture, enfin tout ce qui est offert dans l'hôtel est lié à ça. Donc c'est là pour le coup il y a une visibilité qui est forte parce qu'elle est. Il faut y aller carrément, quoi. Elle est intrinsèque à la marque. Après, je pense que au fur et à mesure, il y a de plus en plus de demandes de nos clients et sur les réseaux sociaux, sur les retours clients, il y a quand même. C'est pas forcément le critère numéro 1 de choix, mais quand on voit les nouvelles générations et comment tout le monde vit et comment ça a changé de façon de consommer, voilà, les choses à mon avis vont aller vite. En termes juste de communication, justement, je voudrais vous présenter ça. On est en train de travailler. Je suis en train de travailler sur un Mercure à Paris, à côté de l'ancienne imprimerie nationale. Non, c'est un stylo. Hein. Ouais. Non mais ça va faire des petites chambres. C'est des chevets.
Non, mais en fait, je vais communiquer là-dessus dans l'hôtel parce que c'est un truc que j'adore et que j'ai découvert à l'occasion de cet hôtel et de travail, donc justement sur l'imprimerie nationale. Et c'est en fait un travail d'un jeune étudiant américain, un collégien, qui s'est dit tiens, si je changeais de typographie pour économiser l'encre chez moi, en fait, et pour mes rédactions, mes devoirs imprimés. Et en fait, normalement, en fait, ce qu'il a fait, c'était plutôt assez positif. Donc, il est allé voir son collège, et donc les résultats étaient vraiment stupéfiants. Donc, c'est remonté à l'État et puis au niveau fédéral. Et donc, au niveau fédéral, en changeant la typo Times par défaut sur Word, qu'on connaît tous, on passe sur une Garamond. Et l'État américain fait 156 millions de dollars d'économie en encre. Un truc. En changeant juste la typographie. Ça demande moins d'encre. Ouais. Pour l'impression. Et pour une lecture toujours oui, aussi c'est plus efficace. compact en termes de texte et donc du coup il y a moins de papier. Et juste pour la petite histoire, la Garamond, c'est une typo qui date de Louis XIV. C'est juste voilà. Non mais en fait, je reviens aussi sur la communication. Ça veut dire que vraiment des petits trucs, ça a un impact assez fou. Mais en fait, quand on est aussi d'un point de vue aussi macro et global, c'est-à-dire que effectivement, on a nos gestes perso tous les jours, mais c'est aussi la gestion globale qui fait qu'il y a des facteurs d'échelle qui sont nettement plus imposants, quoi. C'est pour ça que le travail, là, par exemple, sur les automobiles, où on essaye de mutualiser les fournitures, les pièces, les énergies, je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est dans l'affiliation de ça, en fait. C'est des économies d'échelle. Et ça, c'est transposable à vos métiers. Et est-ce qu'on l'apprend à l'école ? Enfin, dans les écoles dédiées à vos métiers. Aujourd'hui, je pense, oui. Ouais, alors, c'est ce que j'allais dire. Oui, alors j'ai juste un bémol, c'est qu'en fait, à mon avis, pour l'instant, c'est secondaire. Dans ce que j'ai vu, c'est en fait, pour l'instant, il y a l'expérience client, il y a l'expérience usager, on va faire un truc qui fonctionne bien. Puis après, on va greffer les réponses aux contraintes d'ergonomie, d'économie, de recyclage. En fait, et donc ça hiérarchise les contraintes, en fait. Et on dévalorise, à mon avis, des choses qui ne peuvent pas être traitées secondairement. Il faut vraiment avoir une vision holistique du projet pour que tout soit équilibré et harmonieux. Parce que si on dit, voilà, j'ai trouvé une super solution, puis hop, on met un petit bout de produit recyclé pour faire bien, ça devient chaotique et ça devient un peu... voilà, je pense que ça a plus d'impact quand c'est pensé profond, globalement. réel. Ouais. Et quand c'est équilibré. Donc ça, pour l'instant, je trouve que c'est un peu déséquilibré. D'accord. Vous pensez pareil ? Je vous expliquerai un peu. Bon, d'accord. Ensuite, alors. Il y a un petit exemple là-dessus. Très bien. Dans votre très témoignage à venir, c'est un sacré teasing. Alors, on parlait des matériaux, l'entretien, l'énergie, le bien-être des salariés. Ça, c'est hyper important quand vous pensez vos projets, puisque vous avez l'air d'être dans cette dynamique-là, forcément. Pour ma part, c'est fondamental. Pour moi, c'est donc un hôtel. Un hôtel, c'est un produit très global qui est très marrant à travailler parce que c'est de la logistique, c'est du graphisme, c'est du mobilier, tout ça. Mais c'est aussi un outil de travail. C'est qu'il y a des gens qui y vivent tout le temps. Nous, en tant que clients, on y passe 24 heures. Mais il y a des gens qui y vivent tout le temps. Il y a un investisseur qui il attend du retour là-dessus. Donc, pour moi, c'est fondamental. Sinon, l'exercice n'est pas réussi. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Didier. Le bien-être au travail pour les équipes qui travaillent, c'est un peu leur deuxième maison, est essentiel parce que si on voit du personnel qui est épanoui et qui est bien dans l'hôtel, c'est vrai que pour le client, il sera forcément mieux accueilli. Et puis, c'est eux qui véhiculent, c'est ceux qui travaillent qui véhiculent nos valeurs. Donc, c'est important qu'on en prenne soin. Et franchement, on en prend soin, on partage beaucoup. J'ai l'impression qu'au sein de nos hôtels, qu'il y a... bien sûr, il y a une hiérarchie, mais c'est un travail d'équipe. C'est pas chacun sa case. Il y a beaucoup de partage. Et je trouve que... chaque équipe est une aventure humaine très solidaire les uns des autres. Juste un petit complément, je pense que déjà la génération des Z, là, j'ai entendu toute une étude là-dessus, donc c'est assez passionnant. Les moins de 30 ans, ils sont quand même hyper
il faut qu'ils soient super à l'aise dans leur boulot. Hein. Donc demain, on ne pourra pas leur faire n'importe quoi. Et puis aussi, avec le post-Covid, le manque de main-d'œuvre. Il y a dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, il y a des grosses adaptations du temps de travail, de l'aménagement. J'ai entendu un truc pour les cafetiers, maintenant, on essaye de... ils sont payés l'après-midi sur le temps mort entre les deux services. Voilà, je pense qu'il y a demain, on va dire ça comme ça, demain, une vraie réorganisation, un vrai focus sur le bien-être au travail. Et ça, vous y participez. Je veux dire, par ce que vous fabriquez et donnez à vivre, vous y participez. Ça fait partie de la base mission, du travail, de créer les bons flux, de travailler les postes d'ergonomie avec la bonne lumière, la bonne hauteur pour les collaborateurs, quoi. Des espaces de pause aussi, agréables à vivre, genre salon. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même, c'est pas simple à mettre en place. Puisque, vous disiez, il faut trouver les bons acteurs, il faut trouver peut-être les bons matériaux, il faut trouver la bonne démarche. Comment ça se passe ? Ça devient de plus en plus facile ou pas ? On trouve de plus en plus d'acteurs sur le marché quand même, pour tout ce qui est vous parlez bien de l'implication de... Oui, non, je parlais de décider d'être dans l'esprit d'être architecte d'intérieur, plutôt avec cet esprit-là. Oui, c'est une transformation en fait. On monte dans le train, on avance et puis on en rencontre d'autres et puis on forme un groupe et puis on en rencontre plus maintenant. Et puis je pense que la curiosité éveille et donne envie d'aller plus loin. Donc c'est plus long en effet, mais on y va, quoi. Et donc, oui, puis c'est un défi, donc c'est ce qui fait un peu le sel du truc, quoi. Ouais. Je crois que Philippe, ce qu'on avait vu avec Anne, et je lui ai raconté ce qu'on avait fait au Grid de Lyon, en fait. C'était partir d'une notion de design un peu circulaire, c'est-à-dire d'abord voir le gisement, qui a de manière locale, parce que tout ce qu'on évoque se fait plutôt régionalement, et de voir effectivement quels sont les ateliers de ressourcerie, de réemploi ou d'upcycling, et partir de cette matière-là pour faire de la création. Alors que d'habitude, on fait d'abord la création et on va acheter un peu partout dans le monde au moins cher possible, etc. Donc c'est une vraie différence de méthode de travail, en fait. Oui, ça oblige en fait à être très flexible et à appréhender le projet à chaque fois de manière différente. Et justement, c'est là où il faut en tant que designer, on ait une approche qui soit cohérente à chaque fois avec le projet. Et puis en valorisant soit le local quand on va être sur une rénovation, quand on est sur du concept international, on va trouver d'autres solutions pour justement intégrer ce local malgré tout. Donc ça oblige à être très, très, très agile. Vous parliez ça tout à l'heure pour le bâtiment. Je pense que pour nous, c'est pareil. Hein. Et en termes de coût, c'est plus cher, moins cher ? C'est pas moins cher, ça c'est une certitude. Soit c'est la même chose, soit ça peut être un peu plus cher, mais si par exemple pour des têtes de lit on dépasse un peu le budget, on va se rattraper sur autre chose qui va être moins cher. Voilà, on fait le balancier. Oui, il y avait un mythe, on va dire, du fait de recycler en se disant que c'est moins cher, etc. Mais je pense s'il y a un travail, une intervention dessus, il y a forcément un coût de main-d'œuvre. Donc, qui peut être contrebalancé par les matériaux qu'on récupère, mais il y a quand même un coût. Il y a un coût, et c'est justement, encore une fois, dans les arbitrages, où si on en met plus d'un côté, il faut que ça se voit, parce que justement... Ça dépend si on coûte... le retravaille ou pas, en fait. Voilà. Si on part d'une chaise qui est directement implantée, recyclée, ou si on le retravaille. Alors, il y a un mixte. Moi, quand je trouve, par exemple, on parle de chaises, Fanelli parle de chaises... des chaises sympas, j'ai envie de les laisser dans leur jus. Bon, évidemment, on les nettoie, mais je les laisse dans leur jus parce que c'est sympa. Mais il y en a d'autres que je vais peut-être repeindre, mais juste à moitié, ou refaire la galette. Mais donc c'est un mix. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse percevoir que c'est vraiment un mobilier de seconde vie et que la démarche est là. Oui, pour que ça soit profond et que ça soit une réalité à la fois économique, d'engagement aussi. C'est un peu ça. Oui, c'est avant tout un engagement. Et est-ce que ça veut dire qu'on a un label architecte d'intérieur ou designer éco responsable ou Bon, je sais pas si on a un label, mais en tout cas, on est fiers de le faire. Et
Alors, il y a une étiquette Grit, en fait. Je trouve ça assez sympa dans ce concept, qu'on accroche un peu comme une étiquette qu'on avait à l'école avec un petit œillet, une ficelle, et on indique cette chaise, par exemple, est une seconde vie, ou ces rideaux, enfin bon, là, on ne va pas l'accrocher au rideau, mais en général, on l'accroche au support. On le mentionne pour que le client soit sensibilisé. Donc, et qui se pose la question, parce qu'il y en a qui vont découvrir cette possibilité de transformer, il y en a d'autres qui connaissaient, qui vont trouver ça génial, et il y a une boutique dans les Grittes, et voilà, j'ai décidé qu'on allait mettre en vente les fameuses patères, parce que je trouve vraiment qu'elles sont très chouettes, et ainsi que nos cintres. On va mettre en vente des choses à la boutique. Ça évitera peut-être qu'on nous les pique aussi. Mais l'idée, c'est qu'ils les emportent avec eux, que ça soit quelque chose un bel objet. Ouais. Quoi. Alors, merci. Fanelli Gaffinel, vous êtes, vous, architecte d'intérieur, on l'a entrevu là, passé par l'école Camondo. Vous entrez en 2006 chez Accor, puis Accor Invest comme directrice du design. Comment Accor Invest fait ce lien entre le design, les aménagements et la RSE, et comment on communique là-dessus ? Alors, mon rôle, moi, c'est de travailler effectivement donc, le design des hôtels en France, avec, par exemple, Didier ici présent, dont on a fait des réalisations ensemble. Donc, dans notre organisation, effectivement, moi, je ne fais pas en direct, comme Anne. On fait travailler des designers ou des architectes à chaque fois différents sur tous nos projets. On organise des concours, et on a un certain nombre de projets. Après, il y a une dimension RSE dans le groupe Accor, puisqu'en fait, Accor Invest est on va dire, une émanation, même si c'est une société séparée, mais du groupe Accor. Donc, dans le groupe Accor, il y a un historique important, puisque ça fait plus de 10 ans qu'il y a, par exemple, Planète 21 qui regroupe un certain nombre d'actions qui sont faites dans les hôtels. Donc il y a ça qui existe depuis longtemps. Là, par exemple, Brune Poisson, qui est directrice de la RSE, vient de rentrer dans une alliance Sustainability Hospitality avec différents groupes comme le groupe Hayat, IAG, etc. Donc des compétiteurs en fait, pour partager les bonnes pratiques et pour avoir finalement rassembler la connaissance et pouvoir avoir des outils communs et avancer encore plus au niveau de l'hôtellerie. Donc ça, c'est au niveau d'Accor. Après, nous, Accor Invest, donc on est propriétaire et exploitant d'hôtels. Donc soit on a les murs, soit on a un bail. Et donc on a à peu près, en France, on a 300 hôtels et 800 à peu près en Europe. Donc, on a un certain nombre d'hôtels. Et aujourd'hui, et c'est sur ce sur quoi je voulais insister, parce que on a mis en place déjà depuis pas mal d'années tout ce qui est régulation des énergies, en fait. Donc ça fait partie de tout ce qui a été fait avec Accor depuis des années, sur la consommation d'eau, sur la consommation d'énergie en général, puisque ça fait partie des préservations de la planète. Vous voulez mettre des petits slides Oui, alors, il faut que je fasse marcher. Et en fait, donc ça, c'est des choses qui sont en cours, bien évidemment depuis quelques années, ou sur, par exemple, la lumière, sur la mise en place de LED dans tous nos hôtels. C'est une généralité. Mais aujourd'hui, en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est au-delà même de réutiliser du mobilier existant. La question qu'on se pose, c'est comment on conçoit. Ça rejoint ce que disait Didier tout à l'heure, c'est-à-dire que comment on conçoit finalement du neuf, mais tout en ayant cette démarche circulaire et tout en préservant les ressources de la planète. Aujourd'hui, on sait qu'on a
qu'une chambre, on l'a fait pour 6 à 10 ans. Nous, notre segment, c'est plutôt économique et mid-scale. Donc, il y a une équipe au corporate, Virginia Payet et Nafi Kanté, qui se sont plongés sur deux projets avec l'aide d'une start-up qui s'appelle Upcyclea. Pour redéfinir finalement, donc avec des designers, quelle va être cette chambre de demain, comment à partir d'une chambre qu'on va dupliquer, puisque c'est ce que disait Didier, quand on a beaucoup de chambres à dupliquer, c'est pas toujours facile d'utiliser du mobilier existant. Donc là, c'est plutôt comment on crée finalement du mobilier neuf, mais tout en lui donnant cette dimension qu'on cherche aujourd'hui, et en limitant ce que vous voyez là, c'est-à-dire tendre, parce que la neutralité carbone, c'est l'énergie qu'on dépense pour fabriquer l'objet, développer la qualité de l'air intérieur, parce qu'on sait que dans tous les matériaux de la chambre, c'est comme une bibliothèque, la chambre, en fait. C'est tout un ensemble de matériaux, de produits qu'on va mettre dans une pièce, donc qui vont dégager un certain nombre de COV. Donc, par exemple, pour la peinture, on sait que certaines peintures sont plus nocives que d'autres, au niveau de la moquette également. Donc ça, voilà, c'est ce que je vous mettais sur la qualité de l'air. Ensuite, gérer les ressources, parce qu'en fait, quand on fait une chambre, la question qu'on se pose, ce que je vous disais, c'est pour 6-10 ans. Donc comment elle va évoluer ? Le mobilier qu'on y met, qu'est-ce qu'on va en faire quand on voudra éventuellement changer de look ? Et qu'est-ce qui va se passer après ? C'est de l'anticipation. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment ce que disait Didier sur la plateforme automobile, se dire voilà, repensons la chambre, comment on la conçoit, quelle est la façon de la dessiner de demain. Donc l'idée, c'était de faire un cahier des charges à l'attention des designers et à l'attention des fournisseurs, pour qu'ils aient en fait la notion de quels sont les critères sur lesquels on pense qu'il faut travailler. Donc ça, on l'a fait donc, en collaboration avec Upcyclea, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait une start-up qui a une base de données, entre autres choses. Ils font aussi des logiciels sur tout ce qui est bâtiment. Vous pourrez aller voir leur site, il y a pas mal de choses. Et donc, ils ont une librairie qui est composée, qui est complétée, on va dire, par des fournisseurs qui peuvent implémenter leurs produits au fur et à mesure dans cette librairie. Et donc, cette librairie, elle permet en fait de juger du produit qui est mis à l'intérieur. Librairie matériothèque. Voilà, c'est une matériothèque. Et donc, en fait, ces critères-là sont notés. Obligatoires. Sont notés et donc sont quantifiés. Alors, il y a des critères qui sont plus ou moins simples. On sait que savoir combien on a dépensé d'énergie pour fabriquer un objet, c'est pas toujours évident à quantifier. La non-toxicité, c'est plus simple. La circularité, quelle est la matière qu'on a utilisée pour faire l'objet ? Est-ce que c'est une matière première ? Est-ce que c'est une matière secondaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été recyclée elle-même ? Et donc dans ce cas-là, c'est plus vertueux parce qu'on ne fait pas baisser les matières premières, puisque c'est un des gros enjeux d'aujourd'hui, c'est la baisse des matières premières qu'on connaît. On a vu pendant le confinement toutes les hausses de prix des matériaux. Quand la machine se bloque, on voit bien que les choses se raréfient et tout devient compliqué. Donc ça fait partie des critères de choix quand on fabrique un objet. La préservation de l'eau, donc une usine, quand elle fait un objet, elle dépense de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait de l'eau ? Est-ce qu'elle la recycle ? Donc tous ces éléments-là, en fait, vont constituer un passeport sur l'objet. Donc, ce qui nous permettra après de pouvoir comparer une chaise avec une autre chaise, par exemple. Et du coup, le concepteur qui peut avoir accès à cette base de données a des moyens de comparaison. Parce qu'en fait, ce qu'on disait, c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi par le temps passé à rassembler toutes ces informations. Donc si l'idée
que développe Upcyclea, c'est d'avoir en fait un open data. Donc ils ont effectivement, c'est une société qui vend aussi ses prestations bien évidemment, mais ils ont cette ouverture de pouvoir offrir ça. Donc là, je vous montre une étude de cas qu'on a fait avec eux. Donc en fait, on a travaillé donc sur 2 chambres, une chambre chez Ibis et une chambre chez Novotel. Donc on travaille en collaboration avec le groupe Accor, qui a un service design intégré et qui avait fait un concours international pour définir ces chambres. Donc là, en l'occurrence, c'est avec les Sundukovy Sisters qui sont à Moscou. Et donc l'idée a été en fait de partir de cette chambre, de savoir en fait quel était le passeport circulaire de cette chambre, c'est-à-dire en fait quand on calcule dans les différents critères que je vous ai montrés tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, on voit qu'en changeant certains objets, par exemple des revêtements par un autre revêtement, on peut faire une moquette par une autre moquette. On peut avoir des produits qui sont à toxicité, j'ai du mal à le dire. C'est dur. Meilleur. Et donc, en fonction du choix, on voit que ça influe complètement sur la finalité, la démarche. La démarche. Donc là, il y a un autre exemple sur la circularité, c'est-à-dire, par exemple, sur une penderie, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser plus tard ? Est-ce qu'elle sera démontable ? Est-ce qu'elle peut être utilisée dans un autre contexte, chez un particulier, pour des étudiants ? Donc, à chaque produit, l'idée, c'est d'imaginer le cycle de vie du produit et de savoir qu'est-ce qui va se passer. La moquette, aujourd'hui, on a des fabricants comme Interface qui vont jusqu'à récupérer la moquette pour ensuite la réintégrer dans le processus de fabrication. Enfin, Didier, est-ce que cet outil peut servir à des dialogues entre les hôtels et les fabricants alors c'est même parce essentiel. Que c'est intéressant, mais on va plus. Oui, c'est essentiel. C'est même essentiel. Il faut continuer à travailler là-dessus, effectivement. C'est un début, tout ça. Donc là, on travaille avec le service achat d'Accor, qui du coup sélectionne ses fournisseurs et je dirais, il y a un win-win en disant, vous remplissez, on travaille ensemble, on regarde, vous regardez comment sont faits les produits. Juste pour compléter sur la réponse, c'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant que designer, justement, j'ai vu la présentation de ça, et j'ai vu qu'il y avait des fournisseurs qui jouaient pas le jeu, en fait, qui nourrissaient pas la base de données, des choses comme ça. Forcément, moi, demain, je vais plutôt aller voir, soit leur poser la question, pourquoi vous jouez pas le jeu ? Est-ce qu'il y a des trucs que vous pensez que c'est pas bon, ou alors sinon je vais voir ailleurs. Ouais. Il y a une clarté en fait de la donnée, c'est quantifié, il y a une transparence qui se met en place, et puis il y a un effet vertueux parce que je pense ce qu'on disait tout à l'heure, on est tous impliqués dans cette démarche et les fournisseurs, les agenceurs, enfin tous ceux avec qui on travaille aussi. Donc je dirais que cet effet-là va se mettre en place dans les années qui viennent. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Très intéressant et ça ouvre plein de perspectives. Vraiment, bravo, merci. Merci à vous.